Bonjour à toutes et tous Bonjour à tous. et bienvenue à ce webinaire qui va discuter du coup des solutions durables avec les capteurs LoRaWAN sans fil. On va attendre un Merci petit peu. Antoine. Oui. Ouais, On est ravis de vous recevoir sur ce webinaire pour parler de l'IoT durable. absolument. Donc il est 11 heures, on va laisser quelques minutes aux derniers participants pour se connecter et on attaquera. Ça continue d'arriver, donc on va attendre encore un tout petit peu. Bonjour à ceux qui nous rejoignent à l'instant. On va encore patienter une petite minute et on va attaquer. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir autant de monde connecté pour ce webinaire. Oui, merci à vous. Hop. Est-ce que vous nous entendez correctement? Vous avez le... Très bien, merci de vos retours. Donc vous avez déjà trouvé le petit onglet chat en bas à droite. Hop. Eh bien écoutez, il est 11h03, donc on va démarrer. Si d'autres participants nous rejoignent, ils sont bien sûr les bienvenus et reprendront le le fil de la présentation. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter les solutions durables donc avec les capteurs LoRaWAN sans pile, donc pour une IoT plus durable. Donc nous sommes deux aujourd'hui. On va co-présenter du coup avec Laurent. Laurent Vitali, oui, business developer chez Dataprint, distributeur de solutions IoT. Voilà. Et donc pour ma Bonjour à part, tous. Antoine Bourgier, donc chez Wattens. Du coup, durant ce webinaire, nous allons aborder différents points. On va se présenter brièvement du coup avec Laurent. On va aussi présenter nos sociétés respectives.
On va faire un point du coup sur les équipements LoRaWAN sans pile, la solution WattSense. On va basculer sur une brève démonstration et on répondra à toutes vos questions. Pour ce qui est des questions, vous avez donc, on a vu que vous aviez trouvé l'onglet chat en bas à droite. À la gauche de cet onglet, vous avez un petit onglet questions. Donc, n'hésitez pas, c'est une part très importante de ces webinaires. Du coup, c'est l'interaction qu'on peut avoir ensemble. Donc, encore une fois, n'hésitez surtout pas. Et vous avez un onglet sondage qui va de temps en temps, vous poser quelques questions. Voilà. Du coup, Laurent, je te laisse la main. Merci Antoine. Dataprint est une société qui a plus de 50 ans d'existence et qui s'est spécialisée dans le machine-to-machine et occupe depuis 10 ans une place de distributeur de premier rang en solutions IoT en Europe, avec un marché principalement français, c'est vrai. Nous sommes constitués d'une équipe de spécialistes en solutions LoRaWAN. Nous venons pour partie soit de fabricants comme Multitech ou Adonis, d'éditeurs logiciels comme Synox ou d'opérateurs comme Orange. Donc aujourd'hui, nous proposons, outre la fourniture de matériel, des services à valeur ajoutée. Donc ça passe par du conseil en vente, l'accompagnement client étant vraiment notre marque de fabrique chez Dataprint. Nous proposons aussi à nos clients intégrateurs de paramétrer les capteurs et les passerelles avant de les expédier, et même de les expédier directement chez le client final si nécessaire. Nous pouvons même proposer un packaging totalement personnalisé avec le logo client et de rajouter de la documentation spécifique si besoin. Par notre expertise dans certains domaines, nous sommes en mesure également de proposer des formations, alors soit généralistes au sujet de l'IoT, plus techniques au sujet du LoRaWAN et aussi des formations vraiment pratiques pour manipuler des produits, capteurs, passerelles, etc. Et enfin, nous proposons un support technique, un minima de premier niveau, voire de second niveau, suivant les marques, qui nous permettent d'accompagner nos clients intégrateurs tout au long du déploiement des objets connectés. Dataprint, ça représente aujourd'hui une vingtaine de marques dans notre portfolio. Et nous avons la carte WattSense depuis plus de 3 ans maintenant. Donc la collaboration est fructueuse. En tant que grossiste, acheter chez Dataprint, c'est aussi optimiser vos coûts d'achat. C'est-à-dire que vous allez trouver à la fois tout un panel de capteurs pour différents cas d'usage et des passerelles afin de déployer vos infrastructures réseau. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour vos achats de passerelles WattSense et des capteurs qui seront associés. Et en tant que grossiste, voilà, nous vous garantissons l'assurance d'une disponibilité permanente des produits phares avec des délais vraiment ultra courts. C'est un peu ça qui nous caractérise sur le marché français. Hop, merci. Et du coup, pour WattSense, donc on est une société plus jeune, dirons-nous, en termes d'âge de société. Je ferai pas de commentaires par rapport à l'âge des personnes qui travaillent, mais nous existons depuis 2017. Donc nous sommes une trentaine de personnes basées à Lyon. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre équipe, du coup, sur cette trentaine de personnes, est majoritairement composée de développeurs, d'ingénieurs support, donc une grosse composante technique aussi chez WattSense. On gère aussi la fabrication des produits, du hardware, qui se fait en région stéphanoise, donc pas très loin de Lyon. Nous faisons partie du groupe Siemens depuis 2021, donc 2 ans maintenant. Donc on a la chance d'avoir entre guillemets le meilleur des deux mondes, donc la flexibilité toujours d'une start-up et d'une petite équipe soudée et proche, et la solidité financière du groupe Siemens. Donc c'est très plaisant d'évoluer dans cet écosystème-là. Et aujourd'hui, on a plus de 2000 bâtiments connectés avec les solutions WattSense, et le nombre grandit de jour en jour.
Mais on va rentrer dans le vif du sujet avec les équipements LoRaWAN sans pile. Je pense qu'il manque un slide qui a disparu. Ah oui. Bah, je te laisse présenter les deux produits et je reviendrai sur sur l'IoT après. Bah, allons-y. Comme tu veux. Du coup, l'IoT durable, tel qu'on l'envisage chez Dataprint, c'est proposer des solutions un peu plus responsables, respectueuses de l'environnement, donc avec une minimalisation de l'impact environnemental. Donc, c'est pour ça qu'on a sourcé des produits plus respectueux de l'environnement. Donc, nous essayons de travailler avec des fournisseurs qui privilégient des critères environnementaux. Donc, les critères environnementaux, c'est concevoir des produits plus durables qu'aujourd'hui, en évitant les matières plastiques néfastes pour la planète, des produits autonomes en énergie et des produits qui peuvent être aussi fabriqués et assemblés en France. Donc aujourd'hui, on essaye de privilégier des fournisseurs qui respectent ces critères-là. Donc la majorité de nos fournisseurs dans notre catalogue de produits sont français et en Europe. On a une poignée de fournisseurs au grand export, mais ça reste vraiment très particulier. Et donc on a à cœur de vraiment qualifier les partenaires avec qui on travaille. Aujourd'hui, la charte RSE est vraiment primordiale. Donc, par rapport à ces fournisseurs, nous avons vraiment besoin qu'eux aient mis en place des procédures respectueuses tant sur l'aspect social qu'environnemental. C'est un sujet qui transpire aussi beaucoup dans les appels d'offres. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qu'on ne peut écarter aujourd'hui. Chez Dataprint, nous avons mis en place cette année des emballages éco-responsables. Donc, ça passe par les mousses de calage utilisées dans les produits. Par exemple, nous utilisons des petites fibres textiles recyclées et présentes sous forme on va dire, de coton. Donc, à la place des bulles pack, des flocons, etc., qu'on connaît tous. Voilà, donc on essaye de minimiser l'impact environnemental. Les cartons et les adhésifs papier sont aussi recyclables et recyclés. Donc, voilà ce qu'on a mis en place cette année et qu'on va continuer de mettre en place à l'avenir. Donc, on essaie de minimiser autant que possible les déchets liés à notre activité, le tri sélectif, mais aussi de mettre en place une filière de recyclage. Alors, en quoi ça consiste ? Nos clients grands comptes nous ont demandé de pouvoir assurer que nous recyclons les déchets électroniques, les piles lithium, les matières plastiques, etc. Donc, nous avons mis en place une collecte avec un prestataire qui va couvrir le territoire national et qui, plusieurs fois par an, va pouvoir aller sur site client, récupérer ces produits, ces matériaux, et nous fournir des certificats de recyclage afin de les retransmettre à nos clients. Donc, c'est quelque chose qu'on va vraiment accélérer en 2024. Donc, on espère vraiment que ça va être un vrai différenciateur par rapport à nos confrères. Nous avons mis en place aussi cette année un rétrofit d'objets connectés. Donc, ça se caractérise aujourd'hui par la mise à jour de passerelles opérateurs, par exemple, qui sont hors fonctionnement. Donc, on les remet en état usine avec un firmware up-to-date, avec un reconditionnement si nécessaire et une garantie allant jusqu'à 3 mois. Donc, voilà, on est plutôt confiant sur la manière dont on peut proposer des produits durables et reconditionnés. Toutes ces solutions durables ont des avantages, hein. Pas de maintenance. Alors la maintenance, ça se caractérise par quoi? Dans les objets connectés, on parle souvent des changements de piles lithium. Donc envoyer un technicien régulièrement, périodiquement sur un site et sur X sites, ça peut être très coûteux, très chronophage. Donc moins de tournées organisées pour changer les piles avec ces capteurs autonomes en énergie. Moins de CO2 dépensé et les techniciens peuvent être alloués des tâches bien plus intéressantes que le simple changement de pile. Donc tout ceci est vraiment une réponse à un changement de mentalité globale en termes environnementaux. On essaye de rendre l'IoT un peu plus durable qu'il ne l'est aujourd'hui.
Donc en termes de capteurs, maintenant, deux familles de capteurs. Les premiers sont ceux de la marque L6. L6, c'est un fabricant suédois parmi l'un des leaders en Europe, fabricant de capteurs dédiés principalement aux bâtiments connectés. Jusqu'à présent, ils ont toute une gamme de capteurs fonctionnant sur pile lithium. Et courant 2023, donc, ils ont décidé de créer une gamme éco-responsable. Alors, on a aujourd'hui 2 produits au catalogue, mais la gamme va continuer à augmenter. On a un premier capteur qui va mesurer la température, l'humidité et la luminosité. Et un second capteur qui, en plus, va mesurer le taux de CO2. Donc, ces produits sont auto-alimentés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de pile lithium. On va retrouver uniquement un accumulateur au lithium qui va récupérer l'énergie produite par des cellules photovoltaïques organiques, qui, elles, sont sensibles à la fois à la lumière naturelle, mais aussi à la lumière artificielle. Donc, au bout de quelques heures, voire quelques jours de recharge, pour la première mise en route, les produits vont accumuler de l'énergie et être retranscrites en énergie électrique qui va faire fonctionner la partie électronique. Aujourd'hui, le fabricant annonce une durée de vie allant jusqu'à 30 jours dans l'obscurité totale. Alors, on a même des clients, un intégrateur qui a fait un test avec une période de transmission de toutes les 15 minutes et qui a réussi à atteindre sans problème au moins une semaine d'autonomie dans le noir. Il n'a pas poursuivi les tests parce que pour lui, c'était largement suffisant pour son besoin. Mais voilà, donc je pense que les promesses sont tout à fait tenues. Et enfin, le boîtier n'est plus en plastique, donc plus de produits à base de pétrole, mais en matériaux complètement biodégradables. Ce sont des associations de polymères, de matériaux, de matières et d'huiles végétales qui ont été créées pour faire un matériau biodégradable. Vous n'avez qu'à le jeter au compost et une fois en contact avec les matières organiques, va commencer à se décomposer. Donc pas d'inquiétude, il ne va pas se dégrader une fois posé sur le mur de votre logement, mais c'est vraiment au contact des bactéries qui va commencer une phase de dégradation. Les cas d'usage, donc on les retrouve pour optimiser la production d'énergie dans les immeubles. Par exemple, les bailleurs sociaux vont mettre un capteur dans chaque logement, suivant la superficie du logement, plusieurs capteurs, et vont permettre d'améliorer, d'optimiser la dépense énergétique au niveau de la chaudière qui va centraliser les départs de la production d'eau chaude, par exemple. Et ensuite, ça peut être la qualité de l'air, donc dans tous les établissements recevant du public, dans les salles de classe, dans les bureaux. Donc voilà, les usages sont assez variés. La slide suivante va parler d'un produit qui est une tête thermostatique connectée. Donc Micropel, c'est un fabricant allemand de produits qui s'est spécialisé dans les capteurs auto-alimentés. Alors auto-alimentés par de la récupération d'énergie. Donc la récupération d'énergie, ça consiste en quoi? Ça veut dire qu'on va capter une énergie comme la température ambiante et avec un différentiel de température par rapport à l'eau qui va transiter dans le radiateur, va se servir de cette différence de température pour créer une énergie électrique et recharger une batterie qui, elle, va faire fonctionner le produit. Donc cette tête thermostatique, elle a bien 2 capteurs, un capteur de température ambiante et un capteur embarqué qui va remonter la température du fluide au travers de la vanne. Vous pourrez piloter à distance cette vanne via le protocole LoRaWAN. Donc le but, c'est de ne pas rentrer chez l'habitant et de pouvoir changer la consigne à distance. Elle va vous remonter également des informations comme le niveau de charge de la batterie, la position d'ouverture du moteur, et retourner également des informations intéressantes en termes de consommation et de génération d'énergie. Donc là, on atteint vraiment des solutions hyper intéressantes pour ne pas consommer de piles et ne pas avoir à planifier d'intervention dans les logements des particuliers, qui peut être très problématique pour les intégrateurs. Prendre des rendez-vous chez un client, c'est souvent compliqué et ça peut prendre des semaines et des mois. Et tous ces produits, sans infrastructure LoRaWAN, ils ne peuvent pas fonctionner. Donc, c'est là que la solution Wattsense prend tout son sens. Et je vais laisser la parole à Antoine. Merci. Merci du coup pour la présentation des produits et de la démarche aussi qui je trouve est
et assez innovante et sympa à rappeler, de prendre en compte finalement l'ensemble de l'écosystème pour quand on parle de durabilité. Encore une fois, Laurent en a parlé, éviter d'aller faire des tournées en camionnette diesel chez des particuliers pour changer les piles. Ça fait aussi partie des choses intéressantes à prendre en compte. Donc, comme l'a dit également Laurent, lorsqu'on a des capteurs LoRaWAN, eh ben, il faut remonter ces informations, les utiliser, les traiter. Et c'est là donc qu'intervient la solution WattSense. Donc la solution WattSense est basée sur une passerelle multiprotocole, donc on va être en mesure de remonter des informations suivant les protocoles KNX, MBus, Modbus RTU, Modbus IP, BACnet, LON. Et bien sûr, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, des capteurs et des actionneurs en LoRaWAN. Je profite tout de même si aujourd'hui on parle des capteurs et actionneurs LoRaWAN, la démarche de WattSense aussi, c'est de dire que les équipements qui sont fonctionnels mais qui ne sont pas communicants et qui ne seraient pas capables de pousser des informations vers l'écosystème Smart Building, grâce à la solution WattSense, vous n'avez pas besoin de les changer. Je pense notamment pour les chaufferies, il y a beaucoup de régulateurs qu'on appelle des RVL. Ces équipements-là sont plus que compatibles avec la solution WattSense puisqu'on a prédécodé toute leur trame. Et du coup, la solution WattSense vous permet d'interagir avec ces équipements-là, encore une fois, sans avoir besoin de les changer. C'est dommage de changer un équipement qui fonctionne. Donc, pour revenir à notre sujet du jour, la solution WattSense est équipée de deux antennes, une antenne GSM pour les données cellulaires et une antenne LoRaWAN pour recréer un réseau privé LoRaWAN et donc interagir avec les équipements dont on a parlé. Je dis interagir parce que la solution WattSense est bidirectionnelle, donc vous pouvez remonter des informations, mais également, typiquement, pour la vanne MicroPelt, aussi envoyer des consignes de température. Donc l'idée de base, c'est d'avoir la solution optimale de connectivité, donc qui permet de communiquer avec tout ce qui existe dans un bâtiment, et de prendre toutes ces données et de vous les mettre à disposition. On vous les met à disposition suivant la forme que vous voulez, finalement, soit directement lisible en texte clair via notre console utilisateur, soit en conversion BACnet, Modbus ou MQTT pour des GTB existantes, ou en API pour l'écosystème Smart Building des énergies management, par exemple, avec lesquels on a l'habitude de travailler. Donc voilà pour la partie ARM. Si on voit la solution WattSense d'un peu plus haut, je dirais le plus gros argument de la solution WattSense, au-delà du hardware multiprotocole, encore une fois, qui peut vous permettre de remonter un petit peu toutes les données que vous avez sur un bâtiment, le plus gros argument, ce sera la facilité avec laquelle vous arriverez à utiliser cette solution et à la mettre en œuvre. On est sur une installation qui est vraiment plug and play, à la portée de tous, qui est simple à utiliser, qui parle un texte clair. Encore une fois, pas besoin d'être un expert en automatisme pour utiliser, maintenir la solution WattSense. Vous pouvez gérer des alarmes, je vais y revenir après pendant la démonstration. Les mises à jour des logiciels, du logiciel embarqué, les mises à jour sont incluses et elles sont très régulières. On fait adapter la solution très régulièrement en fonction de vos demandes, de vos retours, en fonction des besoins, en fonction des normes. Typiquement, la solution WattSense, c'est vraiment un premier pas facile à faire pour une mise en conformité typiquement au décret BACS. Voilà, c'est une solution qui vous permet de garder le contrôle de votre GTB qui est libre et ouvert à 100%. Et encore une fois, très facile à utiliser.
Toujours pour revenir sur le sujet qui nous intéresse, du coup, l'intégration des réseaux LoRaWAN. Et comme je le disais encore une fois, la simplicité d'installation de la solution Wattsense. Pour ce faire, c'est un montage sur IDIN, une alimentation 24 volts. Vous câblez les bus de terrain si vous avez des informations à remonter via ces 10 bus de terrain. Vous avez une couverture donc, qui dépend des antennes et du placement de celle-ci, mais pour vous donner deux ordres de grandeur, des tests en région lyonnaise sur des réseaux relativement ouverts, sans trop d'obstacles. On atteint facilement 700-800 mètres. Et quand on est sur des bâtiments, typiquement là, vous avez une tour bien connue sur le port de Marseille qui est tout en fer, en béton et en vitre. Avec celle-ci, on gère 2 étages au-dessus, 2 étages en dessous, donc 5 étages en tout, sans aucun problème. Pour ce qui est du réseau LoRaWAN, de fait, il a une importance non négligeable, puisque c'est lui qui va faire, je dirais, la qualité des données que vous recevez. Mais lorsqu'on parle des équipements qu'on traite aujourd'hui, qui sont donc auto-alimentés, le spreading factor, donc le SF, est très important puisqu'il doit être le meilleur possible. Donc c'est ce qu'on appelle le SF7. Là-dessus, donc Wattsense a beaucoup travaillé là-dessus pour avoir une gestion des spreading factors et donc une qualité de données, une qualité de transmission pour une consommation d'énergie la plus faible possible. On a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc aujourd'hui, on vous permet d'atteindre un excellent niveau de réseau. J'insiste tout de même sur le fait que on peut faire des choses en optimisant le réseau depuis nos solutions. En revanche, c'est à vous, installateurs, intégrateurs, de bien prendre en compte votre installation et de bien tenir compte de cette qualité de réseau pour le choix du lieu où vous placez les capteurs et les passerelles. C'est très important de prendre ça en compte et pas revenir après en disant que les données ne sont pas bien transmises, d'autant, encore une fois, que je parle sous ton contrôle, Laurent, mais le fonctionnement des robinets micropelt fonctionne exclusivement en SF7, donc il est important, encore une fois, j'insiste là-dessus, de tenir compte de cela. Oui, tout à fait. Les têtes thermostatiques micropelt fonctionnent uniquement en SF7, donc ça veut dire qu'il faut anticiper, tester la couverture réseau sur site et densifier un peu plus que d'habitude l'infrastructure LoRaWAN. Et le capteur L6 fait sa procédure d'appellage également à SF7. Par la suite, il va pouvoir monter en SF12 pour les technophiles. Mais voilà, donc il y a quand même quelques contraintes à l'utilisation de ces produits durables, étant donné qu'en termes de puissance, entre guillemets, énergétique, ils sont un tout petit peu moins haut niveau que les produits actuels. Voilà. Hop. Donc, basé sur ce même hardware du coup multiprotocole qui intègre un réseau LoRaWAN privé, nous avons donc deux produits basés sur ce hardware qu'on appelle Bridge et Tower. Pour ceux qui connaissent Wattsense depuis plus longtemps, ils s'appelaient respectivement Hub et Box. Mais donc aujourd'hui c'est Bridge et Tower. Donc la solution Bridge, c'est une solution locale. Donc c'est aller plus loin, je dirais, qu'une passerelle classique. L'idée, encore une fois, c'est de récupérer toutes les informations suivant tous les protocoles que je vous ai cités en début de présentation, ainsi que le LoRaWAN, et de les convertir en général pour une GTB existante en Modbus IP, BACnet IP ou MQTT. Et vous avez la version Tower qui va reprendre également les fonctions des bridges, mais qui en plus, grâce au fait que les données vont transiter par notre back-end et notre serveur,
vont vous permettre de jouer avec ces données, de jouer avec l'affichage de celles-ci et de faire typiquement des choses qu'on ne peut pas faire avec un bridge, la gestion des alarmes, des graphiques, des schémas, etc. Donc ces deux versions Bridge et Tower se gèrent de la même manière via la console de configuration WattSense que je vais vous présenter juste après. C'est une interface de toute façon qui est très facile à utiliser. Vous allez voir dans ma présentation, je vais souvent répéter les mots simples et faciles. J'espère que je vais arriver à vous l'illustrer comme il se doit. Mais chacune des versions Bridge et Tower sont manageables du coup via cette interface. Et le plus de cette solution, c'est notamment quand on parle de LoRaWAN, c'est l'intégration de codec des équipements en question. Alors, dans le fonctionnement, les équipements LoRaWAN envoient ce qu'on appelle un raw payload, qui est un code en hexadécimal qu'il faut éclater pour avoir toutes les informations. Chez WattSense, on a déjà fait ce travail-là et du coup, vous avez les informations en texte clair directement, lisibles et qui peuvent être redirigées vers une GTB existante. Au-delà de ça, on propose différentes fonctions. Donc la fonction dashboard. Donc vous voyez, il y a le nom des produits qui est marqué à côté. Donc la fonction dashboard qui est disponible pour les towers, la fonction graphique et alarme qui sont également disponibles pour les towers, et la fonction passerelle qui est disponible pour les towers et les bridges. Donc, l'idée, c'est de pouvoir connecter un peu tout type de bâtiment. Donc là, vous avez quelques exemples, quelques cas d'usage avec un nombre de capteurs et d'équipements connectés. Donc, on saura s'adapter à un très grand nombre de demandes, encore une fois, grâce au nombre de protocoles qu'on gère. Et en plus, la couche LoRaWAN qui permet de mettre à niveau une installation sans avoir à tirer de câbles de partout. Très bref rappel sur le décret BACS. Le décret BACS, donc, qui veut dire en bon français Building Automation and Control System. Il y avait déjà un mot qui existait qui était GTB, mais malgré tout, ils ont choisi de sortir cet anglicisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on a fait différents webinaires à ce sujet, mais concrètement, aujourd'hui, les bâtiments neufs avec une puissance installée supérieure à 290 kW doivent être équipés de systèmes BACS, donc de GTB, avec des évolutions au fur et à mesure des années, donc avec des puissances installées dans le neuf et ensuite dans l'existant qui vont bouger, pour arriver jusqu'en 2027 avec en gros tous les bâtiments de 1000 m2 qui devront être équipés de solutions BACS. J'en termine du coup avec la présentation des slides. Je vois que déjà il y a quelques questions. Continuez s'il vous plaît à nous les envoyer. On y répondra à la fin, je pense. Ouais, on y répondra. Répondra à la fin. Hop. Hop, je vais donc partager. Hop. Donc, en principe, vous devriez voir mon écran. Donc, je suis sur la console de configuration WattSense, donc qui vous permet qui est votre cockpit en fait, qui vous permet de gérer tous vos équipements. Donc, j'ai répété encore une fois à plusieurs reprises qu'il était simple d'utiliser et d'interagir et de maintenir la solution WattSense. Je vais donc vous faire voir comment ça s'articule. Donc, je choisis en l'occurrence, c'est une solution Tower que j'utilise ici. Donc, pour gérer la configuration, ça peut se faire du coup de n'importe où puisque c'est un URL standard. On peut le faire à distance sans aucun problème. Donc, j'ai déjà quelques équipements qui sont connectés à ma tower. Donc, pour ajouter un équipement, du coup, et faire évoluer l'installation,
j'ai différents choix. Je peux faire sur la partie... Pardon, mon micro s'est coupé. Je peux faire donc du coup des scans lorsque j'ai un réseau BACnet ou MBus. Donc en fait, je câble simplement les, les bus de com, je lance les scans et je vois apparaître les équipements et les propriétés disponibles en lecture. Je peux faire également ici un ajout de masse. Je viens pré-remplir un fichier CSV. Si par exemple j'ai 70 têtes micropelt à installer dans un bâtiment, je viens pré-remplir ce fichier CSV et je les importe tout d'un coup. Et enfin, nous avons le wizard de configuration, du coup, qui vous donne directement accès à notre bibliothèque d'équipements prédécodés. Donc aujourd'hui, plus de 900 équipements sont prédécodés. Qu'est-ce que ça veut dire prédécodé? Ça veut dire que d'une trame exa, qu'elle vienne d'Aeropayload, LoRa ou des autres bus de com, vous avez directement les informations en texte clair et lisible et redirigeable en BACnet ou en Modbus. Donc typiquement, nous parlons des solutions ici MicroPelt. Donc pour en ajouter une, je vais l'ajouter effectivement. Pour en ajouter une, comme pour tous les équipements, je dois rentrer le DVI, l'API et l'application key qui peuvent s'apparenter finalement à des clés Wi-Fi pour les néophytes. Mais typiquement, c'est un peu l'idée, c'est la carte d'identité du produit pour être sûr que la passerelle communique bien avec le bon équipement. Je clique sur OK. Et du coup, de manière très simple et intuitive, je viens avoir la liste des propriétés disponibles depuis l'équipement en question. Et je viens à ce moment-là sélectionner simplement les informations dont j'ai besoin et que je vais utiliser. L'idée, c'est pas de faire une overdose de données, d'aller sélectionner les 30 ou 40 propriétés pour n'en lire que 2. Si vous en avez besoin de 2, vous sélectionnez les 2. Et ça simplifie le travail, ça limite les transmissions, les places sur les serveurs, etc. Donc typiquement, sur ce type d'équipement, on vient lire et écrire la consigne de température. Voilà, on peut ajouter un niveau de batterie, on peut ajouter ce qui nous intéresse. On sauvegarde, on vérifie la configuration et le tour est joué. Vous voyez, c'est vraiment très simple, pas besoin d'aller éclater les codes en hexa. On peut faire ça de manière rapide et efficace à partir du moment où on a les notions de base, je dirais, que ce soit du LoRaWAN ou des bus de com. Voilà. C'est vrai que le décodage embarqué apporte une vraie plus-value sur cette solution par rapport à une gateway standard, je dirais, avec le network server, où il faut une certaine technicité pour opérer le décodage par la suite. Même la partie redirection, dirons-nous, donc pour récupérer des informations en LoRaWAN et les pousser en Modbus ou en BACnet, c'est vraiment très simple à réaliser. Voilà comment ça se présente. On clique sur créer une passerelle, on lui donne un nom, on vient sélectionner le protocole, on lui indique le numéro de port et le connecteur physique. Et ensuite, on vient juste sélectionner les propriétés qu'on souhaite rediriger, simplement. On a directement ici les numéros d'instance, bien sûr qu'on peut modifier à sa guise, sans aucun souci. Encore une fois, très simplement, tout est écrit en texte clair. Si j'ai sélectionné une information dont je n'ai pas besoin, je peux simplement la décocher, j'enregistre, et le tour est joué. L'idée, c'est d'avoir encore une fois tout en texte clair, un interface utilisateur le plus simple et le plus parlant possible. Je disais que dans l'équipe, on avait 75 ou 80% de développeurs. On a aussi quand même
une personne qui travaille à temps complet sur l'optimisation de l'interface utilisateur. Donc voilà. Par ailleurs, si vous avez des remarques à ce sujet, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Le décodage des trames. Le décodage des trames se fait en lecture, mais également en écriture. Donc, si vous avez besoin de changer une consigne de température sur une vanne micropelt, vous pouvez directement changer cette température-là. Vous envoyez la valeur de température en texte clair, j'insiste, pas besoin de gérer les downlinks en hexadécimal. Vous sauvegardez, et là, la température de consigne a été passée à 20 degrés. Voilà, donc c'est faisable depuis la console, c'est faisable aussi depuis votre GTB existante avec en BACnet par exemple. Ça peut se faire également en API. Voilà, encore une fois, toujours le même principe. L'idée, c'est d'avoir la gestion la plus intelligente possible du bâtiment et que ce soit facile à réaliser. Parce qu'on se rend bien compte sur le terrain que si c'est pas facile, c'est simplement pas réalisé. Donc du coup, quand on a des vannes pilotables comme ça, c'est dommage de pas s'en servir et de pas optimiser les consos ainsi. Je reviens aussi typiquement sur les équipements en filaire. Là, par exemple, j'ai un RVL de connecté. Si sur ce RVL, je veux changer le programme horaire qui est embarqué dans le RVL, je peux le faire. Démarrer la chauffe, par exemple, à 7 heures du matin au lieu de 8 heures, c'est tout à fait faisable. Je peux, comme le demande le décret BAX, allumer ou éteindre également un équipement à distance. Voilà. On va pouvoir, avec la solution Tower, gérer des graphiques. On peut très simplement changer la couleur, mettre en forme, zoomer sur une période donnée pour, encore une fois, pour avoir des vues intéressantes qui vont vous donner une bonne vision de ce qui se passe dans votre bâtiment. On ne peut pas piloter quelque chose qu'on ne monitore pas. Donc, il est important d'avoir ces informations-là et la solution WattSense est un premier pas facile à franchir, simple à mettre en œuvre pour avoir ces informations-là et commencer à avoir un bon pilotage de son bâtiment. Donc, je faisais référence aussi dans la présentation aux évolutions et aux mises à jour qui sont poussées régulièrement. La mise à jour des graphiques, typiquement, c'est quelque chose qui a été fait récemment. On a aussi rajouté pour les équipements qui font du comptage, la possibilité d'indexer directement le comptage sur des pas de temps horaires depuis les graphiques. Donc là, par exemple, c'est un compteur c'est un frame compteur du coup qui vient d'un capteur en LoRaWAN. Je peux afficher ce que serait un compteur du coup horaire, journalier, hebdomadaire, mensuel, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est gérable directement depuis l'interface WattSense. Vous pouvez bien sûr exporter les données simplement des graphes. Vous pouvez exporter les images si vous souhaitez créer des rapports, faire des comparaisons aussi d'une pièce à l'autre, d'un équipement à l'autre. Voilà, donc c'est toujours dans un esprit de facilité d'utilisation et d'analyse. Possibilité également de créer des dashboards. Donc là, il y a quelques vues tuiles avec les informations les plus importantes du bâtiment. Il est aussi possible dans ces dashboards-là de venir glisser et déposer une image en PNG ou en JPEG pour illustrer et avoir quelque chose de plus parlant au niveau des dashboards. Donc typiquement, là, j'ai ajouté un plan d'étage. Je viens mettre les étiquettes de données où je veux, tant qu'à faire où j'ai pris la mesure. Voilà, pour ajouter des
des propriétés, je viens lire dans ma liste de propriétés, je clique juste sur ajouter et celle-ci est ajoutée. Je peux venir changer les couleurs exactement de la même manière que sur les graphiques. Voilà. Possibilité de faire des choses comme ça aussi avec, par exemple, là c'est une CTA, quelques étiquettes de données aussi pour des vues peut-être plus liées à la maintenance. Dernier point, mais pas des moindres, les alarmes, typiquement qui peuvent être utilisées notamment en maintenance. Pour créer une alarme, c'est encore une fois facile. On peut créer des alarmes en fonction de l'état d'un équipement, c'est-à-dire je perds la communication avec mon équipement, je souhaite avertir quelqu'un par email ou par SMS, c'est faisable. Donc, je ne suis pas obligé de donner les mêmes destinataires pour chacune de mes alarmes. Typiquement, un responsable maintenance sera intéressé d'avoir un défaut sur un équipement. Il ne sera pas forcément intéressé d'avoir une surconsommation qui est dite normale. Donc voilà. Donc, je parlais de surconsommation. Typiquement, c'est des choses qui sont de plus en plus demandées. On peut aussi, bien sûr, faire des alarmes sur par rapport à des valeurs mesurées. Valeurs mesurées qui peuvent être du coup ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'indexation des compteurs qu'on appelle des propriétés virtuelles. Donc, je prends mon compteur horaire et je souhaite être averti lorsque j'ai une valeur qui est en dehors d'une plage. Voilà, typiquement, je mets 1 et pas 0, comme ça j'ai un petit live 0 aussi. Je suis averti si je perds la communication. Et pareil, je peux choisir d'avertir par email et ou par SMS, finalement, qui je veux. Voilà pour la présentation en quelques minutes et quelques mots. Vous avez vu, sur le temps de la présentation, j'ai ajouté un équipement, j'ai créé des alarmes, j'ai créé une passerelle, j'ai joué avec les graphiques, j'ai ajusté mes dashboards. Donc voilà, on est vraiment encore une fois sur une solution rapide à mettre en œuvre. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure la différence entre le capteur L6 avec pile, qui est celui-ci, le gros, et le petit, le nouveau avec la cellule photovoltaïque. Donc vous voyez déjà en termes de taille également. Donc voilà, c'est assez intéressant. Ok, merci Laurent. Du coup, nous allons attaquer les questions, puisqu'il y en a déjà quelques-unes. Avec la version Tower, pensez-vous qu'on pourrait utiliser cette solution avec des modules LoRaWAN et la passerelle Wattsense sur des sites différents pour faire des mesures ponctuelles, type campagne de mesure d'1 ou 2 semaines? Oui, absolument, c'est tout à fait faisable. Les données sont transmises via la SIM 4G embarquée. On a d'ailleurs des clients qui font ça, qui l'ont installé dans des mallettes transportables avec un jeu de capteurs. Ils posent la mallette avec la box Wattsense à l'intérieur, ils viennent poser quelques capteurs et ils font des campagnes de mesure. Avez-vous déjà utilisé des relais LoRaWAN pour étendre le réseau LoRaWAN et éviter de multiplier les passerelles Wattsense? Donc là, la question a déjà été répondue, déjà testée. Nous ne recommandons pas car trop de variables inconnues. Pour s'adapter à ça, si vous avez du coup besoin d'étendre votre réseau LoRaWAN, nous avons des versions qu'on appelle satellite. Alors la communication se fait toujours en LoRaWAN et en 4G, ça ne se fait pas par satellite. C'est satellite plutôt comme la Lune qui vient graviter autour de la Terre, qui ont des abonnements spécifiques à prix réduit qui vous permettent d'étendre la couverture. Ouais, j'apporterai un complément technique puisqu'on est en plein dans ces sujets chez DataPrint. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes pour la mise en place d'un relais LoRaWAN tel qu'il est spécifié par la LoRa Alliance, à savoir premièrement que le network serveur LoRa soit compatible. Deuxième point,
c'est au niveau des capteurs. La première contrainte, c'est avoir une version de LoRaWAN au moins égale à 1.0.4. Aujourd'hui, sur le marché, vous trouverez extrêmement peu de capteurs avec cette version. Le capteur avec la cellule solaire intègre cette version, c'est déjà un bon point. Et deuxième point, pour les capteurs, il faut qu'ils embarquent un mode spécifique défini par Semtech, qui est le LoRa Bridge Modem. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient cette fonction de modem intégré. Donc, tant que les fabricants de capteurs n'ont pas implémenté dans leur firmware cette fonction de compréhension des messages de type modem et la version LoRaWAN suffisante, ben, vous n'aurez pas un fonctionnement possible des capteurs. Donc voilà, il y a toute une chaîne en fait à respecter et aujourd'hui, on n'y est pas du tout, on est à peine au balbutiement. Merci de la précision. Qu'en est-il de la cellule photovoltaïque pour le recyclage? Alors la cellule, elle ne se recycle pas, elle se jette effectivement avec les composants électroniques, avec les circuits imprimés. Effectivement, on n'en est pas encore à ce stade. Merci. Et la cellule utilisée par Elsys est fabriquée en Suède également, donc vraiment l'écosystème très, très suédois, très local. Ok. Existe-t-il des têtes thermostatiques pour nourrice de planchers chauffants? Alors à ma connaissance, pas chez Micropelt ou pas chez un autre fournisseur, mais ça mérite d'être exploré. Je pense qu'on va étudier le sujet. Effectivement, puisqu'on a eu 2 fois la question coup sur coup. C'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin, j'imagine. Manifestement. Les capteurs CO2 sont-ils équipés des voyants réglementaires pour le contrôle du CO2 des occupants? Alors, si je reprends mes deux capteurs, donc le capteur avec la cellule solaire n'a pas de voyant intégré. Par contre, son grand frère, au sein de la cellule infrarouge, a un voyant tricolore. Donc, en fait, suivant les modèles, vous aurez présence ou pas de ce voyant tricolore, vert, orange et rouge. Donc voilà, ça dépend tout de chaque utilisateur s'il souhaite que les occupants voient le niveau de CO2 ou ne le voient pas pour éviter de stresser. Par exemple, on peut peut-être stresser les écoliers avec des informations qui peuvent les faire paniquer. Donc voilà, en fonction du besoin, on va choisir un modèle plutôt qu'un autre. Voilà, bah là en l'occurrence, les fonctions alarme des towers peuvent être intéressantes. Vous pouvez choisir d'avertir par exemple quelqu'un en cas de dépassement du seuil de CO2. Ça se fait dans les écoles, le chef d'établissement peut recevoir un SMS par exemple pour ce niveau-là. Sur tête micropelt, quelle température mini du fluide pour une recharge optimale? Alors, c'est peut-être pas tout à fait comme ça qu'il faut présenter la chose. En fait, la tête, elle a besoin d'un écart de température au moins égal à 3 degrés Celsius entre la température ambiante et la température du fluide. Donc, c'est ce qu'il faut retenir pour que la tête commence à fonctionner. Et effectivement, plus l'écart est important, plus la génération d'énergie va être rapide. Mais je n'ai pas les données précises en tête, mais on pourra en rediscuter après le webinaire sans aucun problème. J'avais en tête minimum une dizaine de degrés d'écart entre le fluide et la température extérieure, me semble-t-il. Mais effectivement, à confirmer avec Laurent, qui est le spécialiste. Est-ce que les valeurs de SF, SNR, RSSI sont obligées de remonter dans la solution Wattsense? A-t-on le pouvoir de les décocher parmi les valeurs qui remontent? Alors, non, elles ne sont pas obligatoires. Elles sont présélectionnées de fait parce qu'elles permettent d'avoir un bon calcul et les bonnes informations par rapport à la qualité de signal. Toutes ces valeurs-là, du coup, le SF, SNR et SSI, donc, sont liées à la qualité du signal, LoRaWAN. Donc, elles sont précochées de base. Si vous le souhaitez, vous pouvez les décocher. Maintenant, ce sont ce qu'on appelle des points système. Donc, ils ne sont pas comptés dans des points dans les licences bridge et dans les abonnements tower. Ils ne sont pas comptés, donc laissez-les, j'ai envie de dire. Voilà. Parmi les alarmes d'état d'équipement, est-ce que la config peut se faire en une fois pour toutes les box pour un même type de capteur? Je n'ai pas vu comment cela se configurait. Est-ce qu'on définit une durée de dépassement? Alors oui, on peut gérer alors, je vais reprendre, pardon,
du début. Donc surtout, vous pouvez ajouter tous les capteurs d'un coup. Effectivement, donc comme j'ai fait voir tout à l'heure, vous choisissez le ou les équipements. Vous pouvez en prendre un ou plusieurs. Vous pouvez tous les sélectionner. Vous recevrez l'alarme si un ou plusieurs des équipements ne communiquent plus. Donc c'est un ou. Vous n'avez pas besoin que tous les équipements que vous avez sélectionnés soient en défaut pour recevoir l'alarme. Vous recevez, dans le descriptif de l'alarme, vous savez quel équipement est rentré en alarme. Et la définition du coup de la perte de connexion sur le LoRaWAN, c'est forcément supérieur à 24 heures. Voilà. Et pour le faire sur toutes les box, ça peut se gérer en API, je pense, mais il n'y a pas de fonction pour paramétrer les alarmes sur tout un parc de box. Vous avez en revanche la visualisation depuis la page d'accueil de la console de l'état des alarmes de toutes vos towers. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Alors, il y en avait une qui était dans le chat. Nourrice de plancher chauffant, cellules photovoltaïque, ok. Non, a priori, on a tout répondu à. Oui, elles ont été répliquées dans les questions. Ouais. Bien sûr, si vous en avez des nouvelles qui arrivent, vous aurez nos coordonnées. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour une démonstration plus approfondie, pour des questions techniques, pour des tests à réaliser. On sera ravis de vous accompagner à ces sujets-là. En tout cas, merci Antoine pour l'invitation et le sujet intéressant qu'on a présenté en commun. Oui, merci à toi. On espère que justement cette manière de traiter un peu entre guillemets l'IoT durable vous a plu, avec des solutions qui sortent un peu du cadre habituel. Il y a une question pour toi, peut-être le fait de pouvoir stopper la transmission d'un capteur sur l'interface WhatSense. Module émetteur, ouais. Est-ce que les modules émetteurs LoRaWAN peuvent être stoppés en transmission? Stoppés en transmission En fait, déjà sur le capteur à proprement parler, on ne peut pas lui dire d'arrêter de transmettre, puisque la transmission est périodique ou en mode alarme, suivant le type d'application. Mais il est délicat de le seul moyen, ce serait de lui envoyer un downlink au travers de la box WhatSense. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire autrement qu'envoyer un downlink. Oui, ça, ou le désappairer et le réappairer par la suite. Il est important de bien jauger l'utilité de transmettre régulièrement dès le départ, parce que ça va puiser dans les piles. Donc, si vraiment vous avez des besoins de transmettre, d'arrêter de transmettre ou de transmettre que de manière très épisodique, voilà, il faut vraiment y penser avant de le mettre en service, ou voire périodiquement de procéder à un changement de période de transmission. Notamment, pourquoi pas en période de chauffe et hors période de chauffe, à voir comment vous le décidez. Okay, donc dans le cadre de campagne de mesure. Ouais, donc là, dans le cadre de campagne de mesure, il vaut mieux effectivement s'adresser directement au capteur en local pour l'arrêter temporairement et ne pas qu'il continue de transmettre alors que le réseau n'est plus actif. D'autres questions avant qu'on... Idée des prix des box satellites. Ah, je n'ai pas vérifié.
idée de prix des box satellites comme les box IoT. Si vous souhaitez un chiffrage, on vous le fera avec grand plaisir. Ah, quelqu'un est en train de taper. Merci pour la démo. Merci à vous de l'avoir suivi. Ceux qui nous quittent en tout cas déjà, et on a été vraiment ravis de pouvoir répondre à toutes vos questions et à voir l'engouement autour de ce sujet de durabilité qui est pas courant, je dirais. Merci Laurent, merci à vous. Très bonne fin de journée. Bon week-end. Merci à Anna qui était en back-office pour l'organisation technique de ce webinaire. Toujours appréciable. Merci Anna. Au revoir, bonne journée à tous. Bye bye.